Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure de mon book haul du mois d'octobre 2021. On grappille bien sûr le retard. Je vous avoue que pour novembre et décembre ça va être facile, je vais les regrouper en un seul. Donc ça c'est cool. Mais octobre, c'était pas encore envisageable. Donc bah écoutez, je vous présente mes craquages. Je vous en ai présenté au moins une partie sur Instagram et notamment dans mes vlogs. Mais pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé en octobre, je trouve ça assez sympa. On attaque tout de suite avec une sortie très attendue côté graphique. On l'attendait depuis des années. Que dis-je, des années, des décennies. Non, il s'agit du tome 6 de la saga Black Sad. Donc voilà, bon, il y a le petit logo. D'ailleurs, il faut que je l'enlève, recommandé par Le Monde. Bref, il y avait une action avec Le Monde, vous savez, une petite chasse mystère, enfin bref. Donc c'est le 6e tome de Black Sad. Alors tout tombe, première partie de Diaz Canales et Guarnido aux éditions d'Argo. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ma saga coup de cœur BDesque. C'est la crème de la crème. Vraiment, cette BD, elle est incroyable. Niveau scénaristique et niveau graphisme, c'est à la pointe de tout ce qui fait que c'est... Ah, que ça a du charme, ça a du chat, ça a du chien. Du coup, c'est vraiment topissime. On est dans les années, je crois, 50 aux États-Unis. On va suivre du coup le détective, donc qui est Black Sad, John Black Sad. Bon, qui est évidemment un univers d'animaux anthropomorphes, on est bien d'accord. Et ce qui me fout relativement les flips du coup d'habitude, mais je sais pas, dans cette BD, il y a un côté très Disney. Alors pas du tout dans le scénario, pas du tout dans l'ambiance, mais sur le côté graphisme, traitement en tout cas des personnages, etc. On sent la patte du coup du dessinateur qui a travaillé pour les studios Disney. On le sent, c'est tellement beau. Enfin moi je trouve ça magnifique. Et du coup l'histoire en plus c'est totalement ma came. J'adore les histoires de détectives privés dans les années 50-60. En plus du coup les BD à chaque fois concernent en général une enquête en particulier qui plonge en fait le lecteur aussi dans un épisode historique qui a véritablement existé et je trouve ça mais tellement bien fait. Je l'adore vraiment, voilà, c'est mon trésor. C'est vraiment cette BD, c'est chez moi, la collection des Black Sad. C'est vraiment mon petit trésor, je l'adore. Et donc, du coup, en faisant cette vidéo, je prends conscience que j'ai cette BD depuis octobre, que je l'ai réclamée à corps et écrit pendant des mois, et que du coup, je l'ai toujours pas lu. Le fonctionnement de mon cerveau, parfois, me stupéfie. Je comprends pas. Peut-être que j'ai un peu peur, du coup, étant donné que c'est une première partie, de l'attaquer et voilà, d'être en PLS à la fin pour avoir la suite. Et du coup je me dis que potentiellement, alors que j'ai très envie de la lire, je vais peut-être encore attendre un peu, histoire d'avoir au moins la date de la sortie de la suite. Ce serait peut-être une bonne idée. Bref, si j'arrive à résister jusque là, parce qu'il est fort probable qu'un jour je me réveille et je me dis je ne peux pas vivre sans lire le tome 6 de Black Sad, c'est encore tout à fait imaginable. Donc bon, si vous connaissez cette BD, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'adorerais qu'on en discute. Si vous ne la connaissez pas, foncez, mais foncez. Franchement, elle est merveilleuse. C'est ensuite un service presse que j'ai reçu au mois d'octobre et c'est la petite maison d'édition Gulfstream, donc qui est basée à Nantes et que j'adore. Franchement, ils font des titres mais fous. Pour info, c'est la maison d'édition de Steam Sellers notamment. Je dis ça, je dis rien. Et de plein d'autres titres que j'ai découverts et que j'ai adoré. Et là en l'occurrence c'est le tome 2 d'une saga du coup fantasy jeunesse ou fantastique, non fantasy. J'ai régulièrement un doute entre fantastique et fantasy. Là en l'occurrence je dirais quand même fantasy ou fantastique. Bref, c'est le tome 2 donc d'une saga jeunesse que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Enfants des Saules. Donc ce tome 2 s'intitule Les Graines de Discorde de Charlotte Bousquet
aux éditions Gulfstream avec une couverture s'il vous plaît qui est encore magnifique. Donc qui est illustrée par Xavier Colette. Dans le village des Grands Saules, on va suivre des enfants qui se réveillent un jour avec des capacités un petit peu hors du commun et il y a toute une question autour de l'environnement et voilà, c'est vraiment chouette, des éléments de la nature, etc. Et j'avais vraiment aimé ce premier tome et j'avais vraiment hâte aussi de connaître la suite de l'histoire parce que ça nous laissait un peu genre ok. Donc je suis très contente et en plus j'ai appris que le tome 3 allait sortir je crois. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce petit tome 2. D'ailleurs je vais le lire très bientôt. Donc voilà. Ensuite c'est le cadeau de ma petite Laetitia du coin lecture de Galae qui était trop mignonne. Bon je vous la refais pas. Bref, j'ai bafouillé dans l'organisation de mon swap de rentrée 2021. J'ai oublié de m'inclure en fait dans les participants. Et du coup, je me suis retrouvée évidemment sans binôme et donc je n'ai pas participé, c'est pas grave en soi, mais voilà, je l'ai raconté pendant je crois un live parce que ça me faisait rire clairement et du coup Laetitia n'a pas pu s'empêcher de m'envoyer du coup un petit livre malgré tout. Et il s'agit donc du premier tome de Secrets of Magical Stone de Marie Mou aux éditions Vega Dupuis. Et je l'ai pas encore découvert mais ça a l'air trop mignon. On va suivre une chasseuse de pierres précieuses et voilà quoi, c'est tout à fait ce que j'aime. On est tout à fait dans l'univers un petit peu et dans les graphismes mince comment il s'appelle cette saga que j'adore, de Little Witch Academia là ou un truc comme ça, enfin bref du coup voilà. Et en plus je viens d'apprendre en vous tournant les sorties livresques que le tome 3 sortait aussi au mois de février, donc trop contente. Je vais m'empresser de découvrir ce nouveau petit manga et voilà quoi, ça a l'air trop mimi et franchement les dessins sont ouf, c'est tout ce que j'aime. Je dis ça, je dis rien. Au mois d'octobre, c'est aussi un autre service presse que j'ai reçu du coup de la part de Gulfstream. Et trop contente parce que franchement, c'est... Voilà, ce genre de autant je lis de la littérature jeunesse genre tous les jours, mais à ce point-là du coup ça faisait longtemps que j'en avais pas découvert et du coup j'étais super contente parce que j'avais reçu, c'était les romangas de Celsius et je ne sais plus, je vous mettrai l'image ici parce que je me rappelle plus. En fait ils ont sorti un nouveau titre autour d'un frère et d'une sœur mais du coup qui ont des pouvoirs et c'était trop mignon et en fait c'est le nouveau concept de romanga. Donc c'est à mi-chemin entre le petit roman jeunesse, voilà, des premières lectures, et le manga. Et c'était tellement bien fait, j'ai adoré cette lecture, et du coup j'avais demandé aussi celui-ci parce que c'était un livre bilingue, une enquête même bilingue, et d'ailleurs en voyant le titre, on sait tout de suite pourquoi je l'avais aussi demandé. Il s'agit des deux de Baker Street, donc le tome 1 Mission Londres de Pascal Brissy et Garance Royer aux éditions Gulfstream, donc dans la collection Premier roman à partir de 8 ans. Et on va suivre ces deux petits enfants du coup qui suivent leurs parents en fait dans leur nouvelle mission à Londres et c'est trop mignon. Donc c'est Tom et Kate. Trop mignon, et qui vont résoudre 3 enquêtes au cœur de Londres en suivant les traces du grand Sherlock Holmes. Donc voilà, et en fait il y a beaucoup de petits mots mots de vocabulaire, oui, glissés en fait au fur et à mesure dans le roman, donc avec plusieurs couleurs, etc. Enfin, je vous l'ai montré lors d'un vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et en fait, j'ai trouvé, et comment dire que les illustrations, parfois pleine page, sont absolument merveilleuses. Genre j'adore vraiment, c'est superbe. Et le pire c'est, enfin le mieux c'est que franchement pour un roman, premier roman à partir de 8 ans, les enquêtes je les ai trouvées super bien. Genre comment dire, on prend pas les enfants pour des débiles. Donc vraiment j'ai adoré et il y avait cette touche. Donc on est à Londres évidemment, voilà, ils vont au palais de Buckingham, etc. Enfin bon, bref, je vous passe l'histoire. Mais voilà, en plus de visiter Londres, d'avoir cette ambiance un petit peu, on a vraiment des touches à la Sherlock Holmes. Le personnage de Sherlock Holmes s'incruste d'une façon ou d'une autre dans le récit et c'est super bien fait. Et du coup, concrètement, les petits mots de vocabulaire, alors ça peut être des mots de vocabulaire comme des mots de tous les jours en fait. Donc il y a un petit peu des heures, des nombres,
ombres, etc., des expressions, et ça glisse tout seul vraiment dans le récit, on se rend même pas compte qu'à un moment, paf, il place en fait le mot d'anglais qu'il faut, et ça semble tout à fait naturel, on le comprend parce que c'est totalement dans le contexte, etc. Et du coup j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, et en plus il y a toute une partie à la fin de Memento, donc avec des lexiques, des questions, des mots expressions du quotidien, enfin voilà, plein de petits rappels. C'est très très bien fait, et je trouve que voilà, on peut apprendre sans s'en rendre compte, et franchement, c'est super. Et en plus, le livre en lui-même est vraiment génial. Donc, que demande le peuple? Alors, me demandez pas pourquoi, mais c'était le mois des services presse, et en l'occurrence, j'avais été contactée, et je suis super contente, par les éditions Larousse qui m'avaient proposé de recevoir un titre de chez eux. Il s'agit de Love and Olive de Jenna Evan Welch aux éditions donc Larousse. Vous voyez cette couverture super mimi. On va suivre donc, parce qu'il y a longtemps que je l'ai lu, une jeune fille. S'il y a une chose que j'ai apprise grâce à la légende de l'Atlantide, c'est que les histoires évoluent, elles sont transmises, déformées. Parfois cela ne porte pas à conséquence, mais il arrive aussi qu'on se retrouve avec un continent 4 fois plus vaste qu'au départ, ou un décalage de plusieurs siècles. Mon histoire avec mon père était exactement comme ça, jusqu'à ce que j'atterrisse en Grèce pour en écrire une nouvelle, la bonne cette fois, la seule qui compte. Je ressors le petit communiqué. Une fiction passionnante écrite par l'une des plus grandes romancières à succès d'après le New York Times. Donc voilà, oui, c'est un livre du coup qui raconte la quête d'un homme, le père d'Olive, prêt à tout sacrifier, y compris abandonner sa fille de 8 ans pour rechercher l'Atlantide, cette ville engloutie au large d'Athènes. Comme les citoyens, n'importe quoi. J'ai vu Platon et du coup mon esprit a pensé citoyen. Comme les citations de Platon, qui fait référence à ce peuple des Atlantes, le récit est ponctué des moments d'enfance de notre héroïne, le manque d'un père, l'équilibre d'une famille recomposée, le pseudo-amour d'un copain de lycée, les retrouvailles d'un père, les premiers émois amoureux, la découverte de Santorin et de ses trésors, et cette commande d'un documentaire de National Geographic pour la quête de cette cité engloutie. Donc voilà, franchement, ça a l'air hyper sympathique, et je pense que là, vers février-mars, quand j'en aurai un peu marre du temps froid, etc., que j'aurai besoin d'un peu de soleil, je me tournerai vers ce titre, histoire de voyager un petit peu. Et c'est une belle bricasse, hein, franchement, pour 500 pages, ouais, on n'est pas loin. Donc voilà, mais très très contente d'avoir reçu ce service presse et de pouvoir découvrir cette chouette histoire. Lors d'une petite balade en librairie du côté de Niort, j'étais enfin tombée sur un titre que j'avais vu passer il y a déjà fort longtemps. Il s'agit du tome 1 de Bloody Harry. J'ai dit Harry. Il s'agit du tome 1 de Bloody Harry, la BD dont il ne faut pas prononcer le nom. Je l'ai lu avec vous dans un vlog aussi d'Alexandre Arlen aux éditions Jungle. Et c'était très très drôle. Alors l'histoire du coup en gros, pas l'histoire du livre, pas du tout, enfin l'histoire du livre si, en l'occurrence, en gros Alexandre Arlen a tenu je crois un blog, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou un site, enfin en tout cas voilà, il sortait ponctuellement les petites planches voilà qui sont répertoriées dans Bloody Harry, qui est en fait comment dire, une parodie, vous vous en doutez, de l'univers d'Harry Potter, et c'est monstrueusement drôle, c'est politiquement incorrect possible, genre on détruit, enfin oui, on passe à la moulinette les personnages, les situations, les choses qui sont passées toutes seules lorsqu'on a lu le livre ou lorsqu'on a vu les films, et que quand je reviens dessus on s'est dit ah, je l'avais pas vu comme ça. Bref, donc voilà, non, je vais pas mentir, je me suis marrée comme un phoque, pas à toutes les pages, mais beaucoup, j'ai fait des bref, mais je me suis aussi beaucoup marrée, c'est vraiment très très drôle. Parfois il suffit de pas grand chose. En l'occurrence, je vous ai mis, voilà. Il suffit parfois de pas grand chose et c'est à se tordre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu au moment du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge, il me semble. Je me demande si c'était pas pour Halloween d'ailleurs. Bref, je sais qu'il y a plusieurs autres tomes, donc voilà. J'étalerai un petit peu la découverte de cette BD, puisque rien ne presse, mais voilà, un petit plaisir coupable de temps en temps, ça fait du bien.
Je me suis ensuite procuré le tome 2 d'un manga, il s'agit de Agent of My Heart de Meki Enjoji aux éditions Kazé. Et j'ai un gros problème, alors pas de problème du tout, en gros j'ai découvert ce manga l'été dernier il me semble. J'ai beaucoup aimé le premier tome, du coup il était plutôt sympathique. Et quand je dis que j'ai un problème, c'est que a priori, en tout cas j'ai rangé ce tome 2 dans mes livres lus. Et je m'en souviens pas. Voilà mon problème, hein. Je veux dire, il y a pire. Mais c'est problématique quand même parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourtant, je suis sûre que c'était bien, mais en fait, je me souviens pas d'avoir lu ce tome 2. Donc à mon avis, avant de lire le tome 3, parce que c'est un manga en 4 tomes, je vous l'ai pas dit, mais c'est un manga en 4 tomes, donc c'est cool parce que ça va vite. C'est un shoujo en même temps, sans doute. On va suivre donc une manager, voilà, j'avais perdu le mot, et un acteur du coup qui se retrouvent forcés de bosser l'un avec l'autre, sauf que les deux finalement se rendent compte qu'ils se connaissent d'ores et déjà, puisque quand ils étaient petits ils étaient dans la même école, ils ont un passé un peu compliqué, bref, l'un et l'autre n'ont pas vécu tout à fait les mêmes choses a priori, et ils se retrouvent en fait obligés de bosser l'un avec l'autre. Elle est la manager de lui, donc qui est un célèbre acteur, qui est un peu incontrôlable, hein, je veux dire, qui est en plus mythomane, mythomane reconnu. Donc c'est pas tout simple, mais du coup entre les deux c'est assez rigolo. D'ailleurs je trouve que les couvertures sont parfois un peu agressives, alors qu'en fait quand tu le lis à l'intérieur pas du tout. Mais bon, bref, on est sur un petit shoujo, une romance slow burn, c'est très mignon, mais vraiment j'ai un blackout sur ce tome 2, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc il va falloir que je le relise en même temps sur les 4 tomes, voilà. Et en plus j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, d'ores et déjà. Donc je vais le lire dans pas longtemps, mais je pense que je me referai les 2 premiers avant de découvrir le 3e. Également à Niort, dans la petite librairie, je suis tombée sur le premier tome de Space Boy de Stephen McCraney aux éditions Achilleos. On est ici, alors je me souviens plus trop honnêtement. Pour Amy, nous avons tous une saveur. Ah oui, c'est une saveur, c'est pas une odeur. Sa mère a la saveur de la menthe, vive et lumineuse. Son père est comme un chocolat chaud, doux et plein d'une agréable chaleur. Amy vit dans une colonie minière dans l'espace lointain, mais le jour où son père perd son emploi, toute la famille est obligée de retourner sur Terre. Amy dit au revoir à sa meilleure amie Gemma, monte à bord d'une fusée à destination de sa nouvelle maison et prend place dans un cryotube où elle passera les 30 prochaines années figée dans un état d'animation suspendu. Ok ? Sa vie ne sera plus jamais la même, mais tout ce qui occupe son esprit, c'est qu'en arrivant sur Terre, Gemma aura grandi sans elle. Quand Amy débarque sur Terre, elle a le sentiment d'avoir posé les pieds dans un pays étranger. Le ciel est magnifique, mais la gravité est forte et les gens sont bizarres. Plus bizarre encore est ce garçon qu'elle rencontre dans sa nouvelle école, un garçon qui n'a pas de saveur. Space Boy est l'histoire d'une lycéenne qui appartient à une époque différente, d'un garçon possédé par un vide aussi profond que l'espace, d'un artefact extraterrestre, d'un meurtre mystérieux et d'un amour qui traverse les années-lumière. Un récit captivant et intelligent, enrobé de douceur, saupoudré de charme et d'émotion, Space Boy est un titre saveur poésie. Avouez, ça fait trop envie. Il me semble en avoir entendu parler la première fois, je me demande si c'est pas Alex Bookin en Prada qui l'avait lu, qui en avait parlé dans une vidéo. Mais vraiment, j'ai trop envie de découvrir ce titre. Ça a l'air trop bien, avouez, ça a l'air trop bien. Ensuite, à Niort toujours, et je suis allée au salon du livre et je me suis fait dédicacer, j'ai acheté et je me suis fait dédicacer Alerte avalanche d'amour et tempête de flocons d'Alex Kin aux éditions HarperCollins Poche, Donc on est ici sur une petite comédie romantique autour de Noël et autour des sports d'hiver, on va dire ça comme ça. Donc Noël ça craint, sauf avec toi. Passer les fêtes dans un chalet de luxe à Megève, ça en ferait rêver plus d'une. Pourtant Lénie, elle, aurait préféré hiberner en solitaire jusqu'à l'année prochaine. C'est le premier Noël depuis le décès de sa mère. Oui, c'est pas cool. Et elle n'a pas vraiment le cœur à faire la fête. Ça se comprend.
Mais sa meilleure amie n'a rien voulu entendre et s'est donné pour mission de lui remonter le moral pendant ses vacances grâce à un programme de festivités délirant. Entre dégustation de chocolat chaud au coin du feu, excursions en raquettes, visionnage de comédies de Noël et bataille de boules de neige, Lenny n'aura pas le temps de s'ennuyer. Elle espère quand même trouver un moment pour discuter un peu avec Will, l'un des invités, cet américain aussi charmant qu'attentionné. Tout le contraire de Valentin, l'employé saisonnier de la propriété qui n'a pas l'air d'apprécier leur présence et ne se gêne pas pour leur montrer. Donc voilà, petite comédie romantique avec un vent de fraîcheur. Moi je dis oui. Après, je sais pas si j'aurai la patience d'attendre Noël prochain pour le découvrir. Ça pourrait me prendre de le découvrir en plein mois d'avril, hein. Rien ne m'arrête. Donc voilà, mais en tout cas il me faisait bien envie. Et je m'étais arrêtée aussi, vous l'aviez vu, au stand de Inceptio avec une nouvelle sortie et du coup j'avais rencontré l'auteur de ce livre qui m'avait très gentiment pitché du coup son bouquin, c'était trop bien. Et du coup il me l'a en plus très gentiment dédicacé, franchement il était super. Il s'agit de La menthe nue de Lucas Tadziazim aux éditions Inceptio Thriller. Donc on est ici sur une histoire en fait qui va à rebours et j'ai trouvé le concept tellement bien. Je vous lis le résumé. Juliette, une mystérieuse joueuse d'échecs, se bat pour innocenter Gabriel, suspecté d'être le monstre ayant massacré une jeune Rochelaise, La Rochelle, 3 ans plus tôt. Intransigeante, dans le jeu comme dans sa quête, elle n'a qu'une seule issue pour étouffer définitivement tout soupçon, identifier le véritable assassin. Mais le sort a ses cibles, et pour les accompagner dans ce cauchemar, vous devrez retenir votre respiration, cesser de trembler, puis remonter le temps, et espérer en revenir indemne. J'étais un peu, comment dire, dubitative du fait de commencer en fait par la fin. Enfin, on va pas nous spoiler le truc, mais bref, de prendre un peu le récit à l'envers. Mais je trouve le concept tellement cool. Et après, j'en ai entendu, mais vraiment que du bien. Donc très intéressée par ce titre et très curieuse de le découvrir. Franchement, je me hype à chaque fois que je fais comme ça des vidéos, je me dis mais j'en ai pour des années à lire déjà tout ce que j'ai dans ma pile à lire, ça craint. Mais bon, hein, voilà, il y a le plaisir, on trouve, enfin voilà, c'est un plaisir coupable, ça va quand même, il y a pire. On enchaîne ensuite avec un titre qu'on a vu beaucoup passer aussi sur Booktube et sur Bookstagram. C'est un graphique, un gros graphique puisqu'il s'agit d'Arcana, le tome 1, le Coven du Tarot de Serena Blasco, donc l'autrice et illustratrice de Enola Holmes, donc la BD Enola Holmes, donc on reconnaît tout à fait sa patte graphique, sortie ici chez Draco, et franchement c'est une superbe BD. Je l'ai pas encore lue, mais elle me fait très envie. On va suivre deux sœurs, deux jumelles, mais qui ne se connaissent pas, je crois, et qui vont se rencontrer pour la première fois alors qu'elles ont 15 ans et qu'elles sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent alors leur parenté. Mais voilà. Mais rien ne va en plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elle. Donc voilà, regardez cette beauté, genre, elle est trop belle. Et donc voilà, c'est une BD qu'il faut absolument que je découvre. Et ensuite je me suis procuré le tome 4 de la saga Sorceline, donc Rêve et Cauchemar de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Alors je vais pas vous reparler de cette BD, ça fait 15 ans que j'en parle. J'ai lu les 3 premiers tomes, oui je suis à jour, oui c'est un miracle. J'aime beaucoup cette BD jeunesse du coup qui parle de la petite Sorceline qui va passer genre un stage d'été. Ça me rappelle une fois au stage d'été. Bref, elle est passionnée par les animaux, mais les animaux du coup fantastiques, et elle va faire un stage dans une école un peu particulière pour apprendre à s'occuper de ces animaux. Et voilà, autant le graphisme est magnifique, l'histoire est très intéressante, autant j'ai trouvé des petites choses qui m'avaient dérangée, notamment dans les transitions entre les planches, et voilà quelques petits manques par-ci par-là, mais c'est quand même une très jolie BD jeunesse et très intéressante et très sympathique. Je continue bien sûr à la découvrir avec plaisir. Ensuite, oulala, oui, une belle bricasse aussi. C'est écrit tout petit, c'est vraiment écrit tout petit. Bref, on ne perd pas de place chez Bookmark puisque je me suis procuré aussi un titre
Tout le monde s'est procuré à ce moment-là, enfin c'était un peu avant, mais bref, peu importe. J'ai fini par craquer et me laisser faire comme le mouton que je suis. J'ai craqué pour j'ai craqué pour le cœur de foudre, pardon, le coup de foudre j'allais dire. Donc qui est le premier tome des contes de Vérania de T.J. Klune, sorti aux éditions MXM Bookmark. Donc on est ici, je vais pas vous raconter du tout l'histoire, franchement, juste, paraît-il, lisez-le. C'est ce que on n'a pas arrêté de me répéter, lis-le, lis-le, lis-le. Donc, on est sur un truc clairement un peu barré. Alors, la collection MXM chez Bookmark, vous savez d'ores et déjà que c'est une histoire d'amour, enfin, en tout cas que c'est une histoire entre deux hommes. Paf! Enfin, entre deux ou plusieurs d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être qu'il y a plusieurs cloupes. Plusieurs cloupes, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une romance entre hommes. Alors, on est ici, dans la cité de Locke, un jeune homme plutôt solitaire du nom de Sam Haversford. Voilà, quand celui-ci transforme tout à fait accidentellement un groupe d'adolescents débiles en pierre, il attire bien malgré lui l'attention d'une puissance supérieure qui l'arrache au seul monde qu'il connaît pour devenir l'apprenti du plus important sorcier du royaume, Morgane des Ombres. C'est très second degré, voire troisième, voire quatrième. À l'âge de 14 ans, il pénètre dans la forêt de bois obscur d'où il revient avec Gary la licorne gaie sans cornes et un semi-géant du nom de Tiggy, ce qui lui vaut le surnom de Sam l'indomptable. À l'âge de 15 ans, il comprend ce qu'est vraiment l'amour quand un nouveau chevalier arrive au château, Sir Ryan Foxheart, l'incarnation du plus beau rêve qu'on puisse imaginer. Mais tout tombe à l'eau quand au fil des ans, Ryan s'éprend du répréhensible prince Justin, que Sam ne peut pas contrôler sa magie, qu'un dragon sexuellement agressif kidnappe le prince, que le roi les envoie à son secours et que Sam tombe de plus en plus amoureux de la seule personne qu'il ne pourra jamais avoir. Enfin ça, c'est ce qu'il croit. Bref, voilà, ça a l'air ouf. J'en ai entendu mais des avis dithyrambiques les gars. Donc voilà, Et en plus mes dernières expériences avec les livres Bookmark se sont révélées vraiment des réussites. Donc je me dis que, bon j'arrête pas de le dire avec tous les livres en fait que je présente, mais mois de mars, peut-être mois de mars. En parlant de Bookmark, eh bien après au mois d'octobre je me suis procuré ça. C'est le premier tome de la saga Toridosen. Enfin en tout cas la première partie parce que enfin c'est pas des arcs mais il y a des trucs, enfin bref, il y a plusieurs sagas dans un seul arc. Peu importe. Donc c'est 3 mages et une Margarita, le premier tome de la saga Toridosen comme je disais, d'Annette Marie aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy. Et je l'ai lu. C'est à noter, je l'ai lu. D'ailleurs je vous en ai peut-être déjà parlé. C'était trop bien. On est sur de l'urban fantasy, ça faisait super longtemps que j'en avais pas lu et j'ai adoré, vraiment, l'humour est là, la romance est là, plus ou moins, voilà, l'aventure est là, la magie est là et c'était trop bien. On va suivre donc Tori qui est une jeune femme un peu paumée, du coup je vous passe l'histoire, voilà. Bref, elle est serveuse, enfin barmaid, et elle arrête pas de se faire virer de ses boulots parce que en fait en fait c'est pas de sa faute clairement. Ce qu'il y a c'est qu'elle réagit peut-être un peu trop fortement pour un commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un commerce il faut essayer de ménager un petit peu de... Voilà, on ne se laisse pas faire mais on met les formes pour que le client voilà soit quand même satisfait, etc. Bref, Tori c'est pas du tout son délire. Si tu l'agresses, si t'es pas respectueux, si tu fais un truc de travers, eh ben elle va te renvoyer péter bien normalement, sauf que bah du coup ça passe pas toujours. Et que voilà, ça va toujours un peu trop loin. Bref. Et le jour où en fait elle va mystérieusement passer les portes d'un bar hyper chelou dans lequel genre elle se dit que voilà ça craint un petit peu, elle va se faire embaucher, enfin du coup prise à l'essai au début et embauchée par ces gens hyper bizarres qui fréquentent ce bar un peu malfamé et bah voilà elle va faire un petit peu sa vie, elle va rencontrer la même difficulté un petit peu qu'ailleurs, elle va réagir de la même façon et elle va se dire bon ça y est je vais me faire virer et en fait bah non. Pas du tout, ils lui disent que c'est totalement ce qu'ils attendent puisque ce bar est fréquenté par une guilde un petit peu particulière, une guilde d'êtres fantastiques, de sorciers en l'occurrence, et elle va d'ailleurs en rencontrer 3 en particulier qui
ne la laisse pas indifférente, on va dire ça comme ça. On n'est pas sur un, ils le disent, hein, on n'est pas sur un reverse harem, donc du coup le fait qu'une fille, voilà, ait plein de potentiels matchs, de couples, bref, on n'est pas trop sur ce délire là, mais voilà, on sait pas trop vers qui ça va aller parce que les trois ont des personnalités différentes, des histoires et des pouvoirs différents, mais ils se complètent quoi, ils sont sympathiques tous les trois, donc potentiellement ça pourrait aller un peu partout. Mais ça se précise de plus en plus, enfin bref. Le premier tome était hyper sympa, on suit une personne, on suit un personnage principal qui est humain, sans pouvoir, qui apparaissent de nulle part. Non, c'est une humaine, et ça reste une humaine, enfin en tout cas pour l'instant. Mais du coup c'est super cool, elle a une personnalité grave attachante. Et voilà, et les sorciers, pareil, sont super. L'histoire, bien sûr, est beaucoup plus compliquée autour. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup d'aventures, de dangers, etc. Et c'était cool, genre je l'ai littéralement dévoré. Donc je me ferai un plaisir de lire la suite, évidemment. Mais je n'ai pas encore craqué, donc ça va. On part ensuite du côté d'Épinal puisque je suis allée aux Imaginales, vous l'avez vu, je vous ai tourné un vlog exprès et donc je me suis procuré le tome 3 de la saga The Bonne Season, donc intitulé Le Chant se lève de Samantha Shannon aux éditions de Saxus évidemment. Donc je me suis fait dédicacer le livre par l'autrice et c'était trop cool. Enfin c'était cool, plus ou moins parce que le problème avec la rencontre avec les auteurs, voilà, où il y a beaucoup de monde du coup dans les festoches, c'est que du coup t'as pas vraiment le temps de discuter. En plus, Samantha Shannon est anglaise, britannique, enfin elle est britannique, bref, peu importe. Et du coup, même si je baragouine un peu en anglais, de là à échanger alors qu'il y a 150 personnes qui attendent derrière moi, ça me met moyennement à l'aise. donc voilà, et puis elle, je suppose que à force de dédicacer 1 million de livres, tu gribouilles un truc, mais voilà, c'est pas enfin je veux dire, c'est pas très personnalisé, et après c'est pas du tout un reproche, hein, je veux dire, voilà, quand tu à la suite t'as 1 million de personnes qui attendent, voilà, tu ne perds pas trop de temps. Mais peu importe, j'étais quand même super contente de rencontrer cette autrice puisque j'ai découvert bien sûr Le Prieuré de l'Oranger. C'était en 2020, peut-être en 2020. Puis j'ai découvert l'année dernière le premier tome de The Bonne Season que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc voilà, très contente d'avoir la suite, même s'il va falloir gentiment que je m'active à lire au moins le tome 2, histoire d'avancer un peu. Mais voilà, très contente de voir que cette saga avance, même si j'ai peur. J'ai peur de ce que ça va donner. Je vous ai pas du tout raconté l'histoire, mais en même temps, est-ce nécessaire ? On est dans une saga aux frontières de la fantaisie, du fantastique et de la science-fiction. Voilà. De la dystopie aussi. Voilà. En gros. On va suivre des personnages. C'est chaud, hein, le résumé c'est chaud. Comment dire. Le monde n'est plus le monde que l'on connaît. Par exemple, Londres est devenu Sion-Londres et il y a des gens, voilà, sans pouvoir, qui vivent leur vie et tout machin, tant bien que mal, et il y a des gens du coup qui sont pourchassés puisque ils présentent des facultés un peu particulières. Et donc il y a aussi dans Londres, quand je vous dis que le résumé est compliqué, dans Londres du coup il y a une sorte de pègre qui s'est, enfin dans Sion-Londres, il y a une sorte de pègre aussi qui s'est constituée, en même temps, voilà, c'est pas étonnant, du coup composé de personnes ayant des facultés un petit peu extraordinaires. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Et le truc, dans le premier tome, on va suivre Paige, donc qui est l'une d'entre eux, et qui va finalement se faire capturer. Pardon, j'ai des gargouillis. Voilà, mon ventre commence à avoir faim, en même temps il est 20h40 quand je tourne, ça n'est pas étonnant. Et du coup elle va se faire capturer et déportée dans une sorte de centre absolument horrible, où elle se rend compte que au-delà du gouvernement qui pourchasse les gens du coup j'allais dire de son espèce, mais c'est pas de son espèce quoi, c'est les gens comme elle, enfin du coup qui ont des capacités extraordinaires. Et ben il n'y a pas que ce gouvernement, ouais, au-delà de ça, il y a aussi des
gens, des personnes, des personnages un peu bizarres. Et elle se rend compte qu'en fait c'est des créatures qui viennent d'un autre monde. C'est compliqué. Et voilà, et donc l'idée c'est un peu une révolution, histoire de sauver sa peau, des pouvoirs énormes, voilà, à contrôler, etc. Voilà. En gros, ça veut rien dire, je suis désolée comme résumé, mais je trouve que c'est un livre hyper compliqué à résumer, et en plus j'ai lu que le tome 1, donc je me dis, voilà, je veux rien vous spoiler, en même temps, comment résumer un livre que tu veux pas résumer. Bref, hein, voilà, donc c'était un très bon premier tome, à voir ce que donne la suite, en tout cas, le tome 3 est déjà disponible. Et ensuite, toujours aux Imaginages, je me suis procuré aussi le tome 1 des Sœurs Carmine, donc d'Ariel Holtz. Donc il s'agit du Complot des Corbeaux, qui est sorti chez Naos, et que l'auteur m'a très très gentiment dédicacé. Trop mignon, avec ces petits tampons là de toutes les couleurs, franchement, c'était trop mignon. Et donc voilà, on va suivre une montée en l'air. Donc Mérivert Carmine, une cambrioleuse qui court les toits et pille les manoirs pour gagner sa vie. Ses sœurs Tristabelle et Dolorine, j'adore les noms, l'assistent lors de ses méfaits. Orphelines sans le sou, les trois jeunes filles tentent de survivre dans la sinistre cité de Grisaille. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, pendant que 8 familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, Mary se retrouve mêlée à l'un de leurs complots. Désormais traqués par des nécromants, des vampires, des savants fous et bien d'autres calamités, les Carmine vont devoir redoubler d'efforts pour s'en tirer vivantes. Une fantaisie urbaine mordante et décalée à l'univers proche de Tim Burton. Voilà. Moi je dis ça a l'air trop bien, j'adore. Et donc, 2 derniers titres graphiques à vous présenter. Au mois d'octobre, je me suis donc procuré le tome 8 de la série Dad, donc Cocon familial de Nob aux éditions Dupuis. Ça c'est une BD que j'ai commencé déjà il y a 2 ou 3 ans. Et je l'adore, vraiment je suis fan absolue. Je vous en ai parlé 1 million de fois, donc je vais pas refaire un speech. Le père, 4 filles de 4 mères différentes, donc un père célibataire bien sûr, qui s'occupe de ces 4 filles, et c'est trop mignon, à mourir de rire, et voilà, c'est Dad quoi, j'adore, vraiment je suis fan absolue du travail, du graphisme, de l'histoire, des personnages, c'est un vrai plaisir, et le tome 8, je suis trop contente de le découvrir. Et pour finir, un super graphique, mais alors, d'un tout autre genre, dont je vous ai parlé aussi parce que je l'ai lu, il me semble, pour Halloween. Il s'agit de Crow, donc ou Fangs, le nom voilà en anglais, de Sarah Anderson, qui est autrice de Sarah Scribbles, donc aux éditions 404, qui est un superbe déjà livre, d'objet livre bien sûr, en hardback donc, où on va suivre en fait l'histoire d'une petite vampire et d'un loup-garou qui vont tomber amoureux. Et c'est des scènes du quotidien presque, en tout cas, de leurs relations qui avancent et de leurs échanges un peu loufoques parce que c'est une vampire et que c'est un loup-garou. Forcément, ça crée des situations un petit peu what the fuck, mais c'est un couple, donc on suit vraiment le quotidien d'un couple qui se construit, qui s'apprivoise, qui se découvre, et c'est trop mignon, et en même temps c'est hyper drôle parce que moi je sais pas, mais quand le gars commence à lire des livres autour de l'univers vampirique et que il lit Entretien avec un vampire, il lit Dracula, et donc sa copine est à côté de lui, du coup lit avec lui, etc. Et quand à la 3e vignette, bon je vous spoil un peu, pardon, mais c'est juste un tout petit truc dans l'histoire, quand la 3e vignette il lit Twilight et qu'elle est morte de rire. Voilà, c'est des petites choses un peu comme ça, mais encore c'est pas le plus drôle que je vous raconte, loin de là. C'est très touchant, c'est très bien fait, je trouve ça vraiment magnifique, et en plus c'est un trait noir et blanc, et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc voilà, si vous n'avez pas découvert, franchement, mais allez-y, les yeux fermés, il est somptueux, c'est super mignon quoi, j'adore, c'est très beau. Vraiment l'histoire est très belle et les graphismes sont très beaux. C'est une réussite en tout cas cette sortie.
Et voilà du coup pour mon book haul du mois d'octobre 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà repéré des titres, si vous en avez déjà découvert, à me donner votre avis évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire, ce sera avec plaisir du coup. N'oubliez pas aussi de liker si vous avez aimé la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et de me laisser un petit commentaire évidemment. Avec plaisir, je repartagerai, je vous répondrai, on échangera autour de ces bouquins et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en enchaîner quelques-unes là, mais pour ce soir je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous souhaite de très belles rencontres livresques et je vous fais plein de gros bisous.